Le président ivoirien honoré au Nigeria. La promotion de l'Académie militaire de la défense porte son nom. C'est la promotion Alassane Ouattara. Le chef de l'État est élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. Évacuation des populations du Mont Peko, la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sensibilise les populations qui détiennent encore les armes à les déposer. Une équipe de la DDR était sur place à Diokoui. Et les Jeux de la francophonie avec la victoire des éléphants en basket. Les éléphants basketteuses ont arraché samedi à Nice la médaille devant leurs adversaires de la Fédération Wallonie de Belgique. Bienvenue à tous dans votre édition. Les réformes dans la formation professionnelle au centre de votre Dimanche Magazine. Et pour en parler, un invité, M. Gbato Manenga, directeur général de la formation professionnelle, que nous allons recevoir tout à l'heure. Mais sachez que le président Alassane Ouattara est à Lomé, au Togo, depuis hier. Après le Nigeria, où il a été distingué, le chef de l'État ivoirien s'est rendu à Lomé pour une visite d'amitié et de travail. Visite destinée à l'examen de plusieurs sujets d'intérêt commun. Et c'est la deuxième visite du chef de l'État ivoirien en l'espace de 2 mois à Lomé. Il a eu donc des échanges avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Et avant de se rendre au Togo, le président Alassane Ouattara, vous le savez, était d'abord au Nigeria. Hier, le chef de l'État a présidé la cérémonie de sortie de la promotion de l'Académie militaire de la défense, promotion qui porte son nom. Le point de la cérémonie avec Awa Touré. L'Académie nigériane de défense à Kaduna, ce samedi 14 septembre, c'est la sortie des élèves officiers de la 60e session de formation. Le président ivoirien Alassane Ouattara, parrain de la promotion, et son homologue nigérien Goodluck Ebele Jonathan ont pris part à cet important événement. Après les honneurs militaires et le passage en revue des troupes, les élèves officiers ont gratifié leurs invités d'un défilé majestueux. La brigade des élèves officiers est composée de 5 bataillons. Cette académie a acquis ses lettres de noblesse avec la formation des officiers de pays voisins. Le président Goodluck Jonathan a salué le choix porté par les élèves officiers sur le président Alassane Ouattara, qui pour lui est un leader exemplaire et le modèle de l'excellence en Afrique. Rappelons que la 59e promotion avait pour marraine la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le président a été une fois encore honoré. Il a été élevé au grade de docteur honoris causa par l'Académie de Kaduna. La synthèse de la cérémonie avec notre envoyé spécial, Awa Touré. L'Académie nigériane de défense de Kaduna, créée en 1964, est devenue au fil des années une institution de référence. Elle est dotée aujourd'hui d'une école de formation post-universitaire composée de 3 facultés avec 14 départements. L'Académie nigériane de défense, qui se veut aujourd'hui un pôle d'excellence, honore chaque année un digne fils du continent africain. Cette année, c'est le président de la République Alassane Ouattara qui est élevé au grade de docteur honoris causa. Cette distinction pour souligner ses qualités d'homme d'État, ses actions en faveur de la paix dans la sous-région et surtout son leadership dans la résolution des crises maliennes et bissau-guinéennes. Le président de la République s'est dit touché par cette distinction qui honore toute la Côte d'Ivoire avant de relever le rôle crucial que le Nigeria joue dans la stabilisation de la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État s'est par ailleurs dit prêt à envoyer des stagiaires dès l'année prochaine au NDA. Pour une meilleure gestion des conflits, il a souhaité la mise en place d'une force ouest-africaine d'intervention rapide. À ses filleuls, le président Alassane Ouattara a souhaité une belle et riche carrière.
Après cette journée à Kaduna, riche en émotions, le chef de l'État a pris congé de ses filleuls. Il a été accompagné à l'aéroport par son homologue Goodluck Jonathan. Cette distinction, nous devons cela au peuple ivoirien et nous sommes très contents. On a eu un séjour exceptionnel à Kaduna. Merci beaucoup et merci au président Goodluck Jonathan pour son hospitalité et son amitié. Merci. Et après le Nigeria hier, le chef de l'État a pris son vol pour Lomé. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan cet après-midi. Et aujourd'hui, dimanche 15 septembre, journée internationale de la démocratie, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, invite les dirigeants à entendre et respecter la voix des peuples, car selon lui, la démocratie est une valeur universelle qui suppose que les peuples choisissent leur propre système politique, économique, social et culturel en exprimant librement leur volonté et qu'ils aient voix au chapitre en ce qui concerne tous les aspects de leur existence. Les populations vivant dans le Mont Peko doivent évacuer les lieux au plus tard fin septembre. C'est une décision de l'État de Côte d'Ivoire après l'arrestation de l'ex-chef combattant Amadé Ourémi. La DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, structure en charge de la prise en compte des ex-combattants, a initié une mission dans cette forêt afin d'inviter les populations qui détiennent encore les armes à les déposer afin de bénéficier de programmes de réinsertion. Cette équipe a sillonné plusieurs villages de la localité de Djokwe et Manyamien. Reportage. Mission périleuse pour la délégation de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration dans le Mont Peko. Cette délégation venue sensibiliser les populations sur les missions de l'ADDR et inciter celles qui détiennent encore des armes à les déposer, à braver toutes sortes d'intempéries. La délégation a eu recours par endroits à la marche pour rallier certains campements, entre autres Bagowo, Bléni-Méouin, Gozagna et Petit Giglo. À toutes les étapes, le chef de mission de l'ADD a expliqué qu'il est encore temps pour les populations de déposer les armes afin de bénéficier des programmes de réinsertion. Koné Dossien a souligné que l'ADD a mis en place un programme de rapatriement volontaire pour les étrangers qui souhaitent rentrer dans leur pays. Il a aussi ajouté que le processus d'évacuation des populations lancé par l'État est irréversible. D'ailleurs, a-t-il précisé, l'opération est prévue pour fin septembre. On vous demande de quitter le parc, mais il y a quand même des mesures d'accompagnement pour vous permettre de partir du parc. Tous ceux qui présenteraient ces caractéristiques-là, déposeraient des armes, seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les populations se disent prêtes à partir. Elles demandent toutefois un délai supplémentaire. Nous allons faire notre effort pour sensibiliser les villages qui sont à côté, tous ceux qui ont des armes, comme Tréhi, comme Ringues, à déposer. Nous allons nous soumettre à votre disposition pour vous aider à ce que le travail fasse dans les bonnes conditions. La délégation de l'ADD au cours de cette mission a rencontré les autorités administratives et militaires de Djokwe, la chefferie Guéré, les populations allochtones et allogènes et enfin les ex-combattants. Des tables bancs pour l'école primaire publique du village de Ngoyinou dans la sous-préfecture de Tiemelekro, c'est un don de l'ONG Gaïa, valeur du don environ 2 millions de francs CFA. Thérèse Tapéoboui. Ngoyinou est un village dans la sous-préfecture de Tiemelekro, dans le département de Mbato. 2 écoles primaires du village, Ngoyinou 1 et 2, viennent de recevoir des tables bancs pour cette rentrée scolaire 2013-2014. L'ONG Gaïa est l'initiatrice du don remis aux populations au cours d'une cérémonie organisée par la mutuelle de développement du village. L'ONG Gaïa n'est pas à son premier geste. En 2012, elle a réhabilité la cantine de l'école primaire d'Aféry Plateau. Les responsables de l'ONG ont profité de cette cérémonie de remise de table-banc pour sensibiliser les populations à la protection de la forêt et au reboisement. Ainsi, pour joindre l'acte à la parole, un demi-hectare de parcelles aux environs de l'école a fait l'objet d'un planting d'arbres symbolique. Objectif, apprendre aux paysans et à la jeunesse les techniques de reboisement. Dans le cadre de son programme de sensibilisation des populations à la reconstitution du couvert forestier ivoirien, l'ONG Gaïa se propose d'organiser du 18 au 19 octobre prochain un festival de planting d'arbres à Akupé dénommé Festiplan 2013.
Dans le cadre du traitement de l'élimination de déchets et dans le souci d'appuyer les agents des impôts à maintenir leur environnement de travail sain, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbain du ministère de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable a remis à cette administration du matériel de précollecte. Le point avec Edouard Lazer. Des poubelles à 2 roues, des brouettes et pioches sont entre autres les dons à la Direction générale des impôts. Le donateur, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine en Côte d'Ivoire. Selon le directeur général de cette structure, Gildas Simi, ce don est la volonté manifeste du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine de traduire en acte la politique de salubrité du gouvernement. Ce don, estimé à plus de 2 millions de francs CFA, est un ouf de soulagement pour la Direction générale des impôts. Il devra permettre au personnel des impôts de maintenir leur environnement propre. Dans la région du Bélier existe un village, Kwadjo Tekro. Ce village est situé à une quinzaine de kilomètres de Dimbokro et à 18 kilomètres de Tchemelekro. À Kwadjo Tekro, les populations vivent dans des conditions difficiles, pas de route, pas d'électricité. Découvrons ce village avec Hamza Djabi. Il est 6 heures du matin. Le soleil se lève sur Kwadjo Tekro, village baoulé de 3000 âmes environ dans la région du Moronon. À cette heure de la journée, la pompe hydraulique du village est prise d'assaut et les habitants vaquent déjà à leurs occupations. Ici, en train de faire éventage. Par jour, il peut fabriquer 10. Quand il fait là, les femmes là, ils viennent à Abidjan pour payer éventage là pour partir. C'est sur commande. Quand il fait comme ça, il arrive au usine là-bas, et puis il fait barrage, puis il met tout dedans, puis il reste passage, il met ça dedans, puis quand le poisson rentre dedans, et puis le matin, il m'a regardé, quand je lève assez un poisson dedans, mais je suis juste dans le pirogue, et puis il tue les poissons, puis il vient pour vous vendre, pour débrouiller, pour manger un peu. Le fleuve Nzi le recourt quand la pompe du village est en panne, comme c'est le cas régulièrement. C'est le lieu également de contracter la bilharziose ou l'onchocercose. La mutuelle de développement de la localité juge la situation à Kwadjo Tekro au-dessus de ses forces. Nous avons d'énormes problèmes au niveau de l'eau, au niveau de l'école, au niveau du centre de santé. Heureusement, nous venons d'avoir une école primaire de 7 classes grâce au programme présidentiel d'urgence, mais l'école primaire n'est pas encore équipée. Nous avons également pu bénéficier d'un centre de santé qui n'est pas également équipé. Et actuellement, le gros problème qui nous tient à cœur et pour lequel nous sollicitons l'aide de l'État, c'est l'électricité. C'est un gros village qui baigne dans l'obscurité totale. Les habitants de Kwadjo Tekro, obligés de parcourir une quinzaine de kilomètres à pied pour se rendre au centre de santé le plus proche, pendant que le taux de mortalité reste de 3 enfants sur 5. La nuit tombée, hommes, femmes et enfants, à l'aide de lampes torches, guident leurs derniers pas pour rejoindre les cases. Demain est un autre jour à Kwadjo Tekro, mais les conditions de vie de la population seront sûrement les mêmes, jusqu'à ce que son cri de détresse soit entendu des autorités. Et combattre la pauvreté au niveau local, c'est l'objectif de l'ONG Yerelon Yeresson. Cette ONG a fait récemment le bilan de ses activités. Les détails avec Gabriel Zani. Bilan négatif pour Yerelon Yeresson. Les 2 dernières années ne sont pas bonnes pour l'organisation de lutte contre la pauvreté. Yerelon Yeresson a tenu récemment son assemblée générale pour faire le point de ses activités. De 470 millions de prêts accordés avant la crise pour le financement de micro-projets, la mutuelle de l'organisation, Bromala, n'a octroyé que 50 millions de francs CFA de crédit après 2011. Pour aider les populations des zones rurales à moderniser leurs activités, Touré Bakamoué, le coordonnateur de l'Union Yerelon Yeresson, demande aux autorités et aux partenaires de s'approprier le projet La Maison du Paysan. Une maison équipée de salles d'alphabétisation, d'ordinateurs et d'accès à Internet afin de permettre aux populations de la région du Denguilé d'apprendre à lire et à écrire. Un bon d'équipement de la première maison du paysan offert par la Fondation Petrosi a été remis au maire de la localité de Seydougu par Soumaoro Vassiriki, le représentant du ministre du Plan et du Développement.
Demain lundi se tiendra le lancement officiel du Forum Investir en Côte d'Ivoire. La cérémonie aura lieu en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Avant ce lancement, le commissaire général du Forum, Essis Esmel, directeur général du CPC, situe l'opinion publique sur les enjeux de ce forum. Le compte-rendu d'Herman Niamien. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire signe son retour après plus de 10 ans de suspension. Une volonté du gouvernement ivoirien qui veut remettre la Côte d'Ivoire sur les rails du développement économique. Le forum se tiendra du 29 janvier au 1er février 2014. Déjà, le gouvernement se mobilise pour inciter le secteur privé à prendre une part active, d'où le lancement officiel qui se tiendra ce lundi 16 septembre en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le commissaire général du forum situe les enjeux. Les enjeux s'expliquent principalement par l'annonce qui a été faite par le Premier ministre au groupe consultatif de pouvoir donc relancer le Forum Investi Côte d'Ivoire qui se veut être une plateforme d'investissement en Côte d'Ivoire et qui se cadre avec l'objectif du PND de mobiliser plus de 60% de l'investissement provenant du secteur privé. Partant de là, appeler le secteur privé à venir échanger, à venir pouvoir expérimenter des projets d'investissement qui vont être présentés est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Investir en Côte d'Ivoire se veut un cadre de promotion de l'investissement. Selon Emmanuel Esmel-Essis, le secteur privé ivoirien a un grand rôle à jouer pour favoriser le développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord leur événement. C'est eux qui font l'investissement en Côte d'Ivoire. Les autres ne viennent qu'être en partenariat avec eux. Les autres ne viennent qu'exploiter des opportunités. Donc investir en Côte d'Ivoire est d'abord la chose ivoirienne. C'est les jours que nous réservons pour parler de la chose de l'investissement en Côte d'Ivoire, des obstacles à l'investissement, les problèmes de financement, les projets d'investissement qui sont dans les tiroirs. Sont donc attendus à ce lancement du Forum Investi en Côte d'Ivoire le secteur privé, les membres du corps diplomatique, la société civile et les hommes d'affaires étrangers qui entendent investir en Côte d'Ivoire. Une page consacrée à la religion, le pèlerinage à la Mecque, édition 2013, démarre pour les musulmans de Côte d'Ivoire le vendredi 20 septembre prochain. Les installations aéroportuaires en charge de les accueillir ont été entièrement réhabilitées. Les autorités ivoiriennes rassurent. Tout est fin prêt pour faire du Hajj 2013 une réussite. En tout, l'État de Côte d'Ivoire prévoit 10 vols à raison de 450 passagers par vol. Le point avec Fatou Fofana. Dès ce lundi 16 septembre, la liste des pèlerins des 5 premiers vols sera connue. Chaque pèlerin sera convoqué pour les dernières formalités, la réception de son kit et la prise de contact avec son encadreur de proximité. Le premier vol étant prévu pour le vendredi 20 septembre 11h30, le commissariat du Hajj donne les dispositions pratiques pour ce premier départ vers la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Dès lundi, le pèlerin sera pris en charge par le GDR, par la gestion départ-retour, et le pèlerin sera amené sur le dernier chapiteau qui est dans la cour d'Al-Bayan, et ensuite par notre groupe, notre système d'encadrement de proximité, 43 pèlerins auront un encadreur religieux guide qui va monter dans le car avec eux pour être acheminés ici. Je précise que les convocations des pèlerins, c'est le jeudi à 23 h à la grande mosquée de la Riviera, le 19. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire rassure, toutes les dispositions sont prises pour faciliter le voyage aux pèlerins ivoiriens, un bon départ et un bon retour. Cette année, l'État ivoirien prévoit 10 vols pour 4510 pèlerins à raison de 450 personnes par vol. En tout, 5600 musulmans ivoiriens participent au Hajj 2013 pour satisfaire au 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. La place Henri Konan-Bédié de Dabo a abrité récemment la commémoration du cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Le chef spirituel et président du conseil d'administration de l'église messianique d'Akradio a célébré le culte marquant les 50 années d'existence de la communauté. Le guide religieux a exhorté ses fidèles au pardon, à la tolérance et à la patience. Hugues Hervé-Blé. Dabo a abrité la commémoration du cinquantenaire de l'église messianique de Côte d'Ivoire. Le culte du dimanche marquant les 50 ans d'existence de la communauté messianique a été célébré par son éminence Akmel Lasma Etienne,
chef spirituel et président du conseil d'administration de l'Église. Le guide religieux, dans son homélie, a exhorté les fidèles à observer les vertus du Saint-Esprit que sont le pardon, la tolérance et la patience. Comblés de grâce divine, les fidèles messianiques, à l'occasion de ce cinquantenaire, se sont engagés à toujours faire preuve d'amour vis-à-vis de leur prochain, comme enseigné par leur prophète Josué Edro, fondateur de l'Église. Ils se sont aussi engagés à continuer d'annoncer le message de paix et de réconciliation tel que indiqué par l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Lourdes a reçu cette année encore des chrétiens du monde entier pour le traditionnel pèlerinage. Le point culminant, la grande messe de l'Assomption de la Vierge Marie. Monseigneur Jean-Luc Brunet, évêque du Havre, a présidé cette cérémonie eucharistique. Thérèse Tapé-Yoboué était à Lourdes, son compte rendu. Le mois de juin a été dramatique pour la région de Lourdes. Routes, ponts, hôtels ont été ravagés par des intempéries. Mais cette situation n'a entamé à rien la foi des chrétiens venus cette année encore, très nombreux, à la place de la Ribière pour célébrer la Vierge Marie montant au ciel. Le thème de cette année, Lourdes, une porte de la foi. Un thème qui s'inscrit dans l'année de la foi voulue par le pape Benoît. Objectif affiché, appeler au renouveau de l'Église et à une conversion profonde. La famille, la place de la jeunesse dans la société était au centre de l'homélie du président de la célébration eucharistique, Monseigneur Brunet. Également au centre des préoccupations, la situation dramatique des pays en guerre, notamment la Syrie, l'Égypte, avec les violences qui touchent les enfants, les femmes. Alors que dans la société aujourd'hui, on multiplie divers expédients pour assurer au corps une apparence de jeunesse, Monseigneur Brunet affirme que la jeunesse du corps, c'est plus qu'une apparence dans la foi chrétienne. C'est la capacité pour le chrétien de savoir accueillir chaque jour la nouveauté de l'amour de Dieu. Savoir se réjouir des choses simples et vraies. Savoir remercier le Seigneur pour ses merveilles dans le quotidien de sa vie, à l'image de Marie, Mère de Dieu. Les Jeux de la francophonie, les éléphants basketteuses ont arraché samedi à Nice la médaille d'or aux Jeux de la francophonie devant leurs adversaires de la Fédération Wallonie de Belgique. Cette victoire des basketteuses vient porter à 6 le nombre de médailles remportées par la Côte d'Ivoire, notamment 4 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Le point avec Anne-Marie Nguessan. Oui, elles l'ont fait. Réussir l'exploit de remporter la médaille d'or de ces 7e Jeux de la francophonie, malgré la désertion de 3 de leurs coéquipières et malgré leur inexpérience pour la plupart. Réduites à 9, les éléphants basketteuses se sont imposées face à la Fédération Wallonie de Bruxelles 87-70 en finale du tournoi de basketball de ces Jeux à Nice. Après avoir dominé et enlevé le premier quart-temps 24-20, les Ivoiriennes vont relâcher dans le deuxième quart-temps. Mauvaise défense, absence au rebond, maladresse vont ponctuer ces 10 minutes. Les filles de la Wallonie vont en profiter pour prendre le devant avant la pause 44-41. Le soutien et l'encouragement des ministres Lobognon, Bandama et du secrétaire général de FIBA Afrique, Billy Alphonse, vont permettre aux Ivoiriennes de se reconcentrer. Berthe Salimata retrouve son adresse au tir à mi-distance. L'intelligence dans le jeu de Kane Kouyaté, la détermination et la rage de vaincre des autres les poussent inexorablement vers la victoire. Elle remporte le 3e quart-temps, 65-63, et corse l'addition dans les 10 dernières minutes, 87-70. La Côte d'Ivoire décroche ainsi l'or à la grande satisfaction des ministres présents. Belle victoire, on a vu que le début n'a pas été facile, nous avons eu peur, et puis les filles se sont ressaisies et elles ont pris le dessus et elles ont marqué leur supériorité jusqu'à la fin. C'est une fierté. Je pense que pour la première fois, nous avons eu une équipe qui avait l'envie de gagner, une équipe qui a connu des difficultés mais qui n'a pas abandonné, une équipe qui s'est dit que la Côte d'Ivoire avait besoin d'elle pour son retour sur la scène sportive. Je pense que c'est une première dans l'histoire de notre équipe nationale de basket.
Maintenant, il faut penser à demain. Et demain, c'est l'Afro-Basket Dames qui aura lieu à Maputo. Cette victoire des basketteuses porte à 6 le nombre de médailles remportées par la Côte d'Ivoire, dont 4 d'or et 2 de bronze, en attendant le match de classement des éléphantos footballeurs face au Sénégal. Et ajoutons d'abord qu'un hommage royal a été rendu à la vice-championne du monde du 100 mètres et 200 mètres dames, Muriel Aouré, par ses parents de Grand Bassam, son département d'origine, où elle a été faite reine Nzima Kotoko. Et après 10 jours de compétition, la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice, où participent 54 pays, se termine aujourd'hui, dimanche. Place maintenant au Dimanche Magazine. Comment développer un système de formation professionnelle performant qui offre des compétences à même de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 10 prochaines années. Pour répondre à cette préoccupation, nous sommes avec M. Gbato Maninga, directeur général de la formation professionnelle. Bonjour, M. Gbato. Madame, bonjour. On parle toujours de formation professionnelle. La formation professionnelle, qu'est-ce que c'est? Je voudrais d'abord que vous me permettiez de remercier la RTI et le ministre d'État qui me donnent donc l'occasion de changer, sinon de communiquer autour de la réforme et de la rentrée scolaire qui aura lieu demain, 16 septembre. Pour revenir au sujet du jour, la formation professionnelle, je dirais que c'est la préparation à l'exercice de métier à plusieurs niveaux, au plan des techniques, au plan de la déontologie, des valeurs, de l'identité professionnelle et au plan de la maîtrise du contexte professionnel. Voilà comment on peut définir peut-être succinctement la formation professionnelle. Pourriez-vous nous éclairer sur les notions de formation professionnelle, formation technique, formation par compétences? Oui, je voudrais dire que l'enseignement, on va dire plutôt l'enseignement technique. L'enseignement technique. L'enseignement technique, c'est la maîtrise de concepts. L'enseignement technique. L'enseignement technique. D'accord. La maîtrise des concepts, des notions qui s'étendent à un champ professionnel plus large, mais qui permettent donc à l'individu de se professionnaliser dans le supérieur. On va dire que c'est l'enseignement technique. Tandis que la formation professionnelle va s'adresser à un emploi, à un métier. Maintenant, la compétence. Il faut peut-être définir la compétence. Il faut dire que la compétence, la définir est extrêmement complexe. Cependant, on peut dire tout simplement que la compétence, c'est la capacité qu'un individu peut avoir pour mobiliser ses connaissances, ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, dans des contextes différents pour résoudre un problème. Et cette compétence-là, elle doit être observable, elle doit être mesurable. Revenons donc à la formation professionnelle. Il est de plus en plus question de réforme dans vos établissements. Quelles sont les raisons essentielles qui ont conduit votre ministère à procéder à la réforme et quels en sont les grands axes? Merci bien, madame. Permettez-moi de faire un petit tour en arrière. La réforme de la formation professionnelle, elle s'inscrit dans la réforme sectorielle globale, éducation-formation. Ça veut dire qu'il prend en compte le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur et bien sûr la formation professionnelle. C'est en 2009 que, à l'initiative de les trois ministres de ces trois secteurs, que cette réforme a été initiée. Il a été à cette époque-là installé une task force qui doit coordonner l'ensemble des réformes sous-sectorielles. Pour ce qui nous concerne, la formation professionnelle, elle a été rendue nécessaire par un diagnostic. Voyez-vous, nous avons beaucoup de diplômés sortis de nos écoles qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont au chômage pour longtemps pour certains. Et cependant, dans ce même secteur, des offres de formation sont là, qui ne trouvent pas de preneurs. Il était donc indispensable de réformer
ce dispositif. Quelles sont les filières qui seront touchées par cette réforme? C'est l'ensemble des filières auxquelles nous formons. L'ensemble des filières. Donc, partir donc de ce constat-là, de ce diagnostic, nous avons organisé nos réflexions autour de 6 axes. D'abord, le premier axe, améliorer l'accès à l'école. Voyez-vous, cette année seulement, au dernier concours qui vient de se passer, nous avons eu près de 29 000 candidats qui sont présentés à nos concours. Mais nous n'avons pu prendre que 7 000. Il y a donc près de 22 000 candidats qui ne pourront pas avoir accès à notre dispositif. Donc, le premier axe autour duquel nous avons travaillé, c'est améliorer donc l'offre et l'accès à la formation, construire de nouveaux établissements. Le deuxième axe, c'est de proposer des formations qui répondent aux besoins de l'économie. Des entreprises. Des entreprises, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient privées. Et qu'est-ce que nous avons fait dans ce sens-là? Il faut que nous nous donnions les moyens de connaître ces besoins. Et je veux dire que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire entreprend une telle démarche. Et, Monsieur Bato, parlant justement de réforme, nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément de Gabriel Zani. Le système éducatif de la formation professionnelle est en pleine mutation. Dans cette grande école, en plus des 3 salles spécialisées en informatique, conçues depuis sa création, 2 autres salles spécialisées vont être aménagées cette année. Ici donc les filières BTS, gestion commerciale, finance, comptabilité, assistance de réflexion et puis logistique font la route d'informatique dans cette salle. On a une deuxième salle à côté ici et la salle, c'est 10. Ibrahima Touré attend aussi l'ouverture de la salle d'incubation des projets des étudiants formés dans son établissement pour cette rentrée scolaire. Nos élèves et étudiants viennent ici mettre en pratique ce qu'ils auraient appris de l'informatique. Au plan théorique, je vais dire. Ici, par exemple, dans cette salle-là surtout, ils vont expérimenter, sinon pratiquer ce qu'on appelle le SOC. En matière d'ordinateur, les directeurs des écoles de formation professionnelle permettent ainsi aux étudiants d'être plus opérationnels sur le marché de l'emploi. Ce qui va dans le sens des réformes engagées récemment par le ministère de l'Emploi avec le secteur privé. Et donc l'un des axes de la réforme, c'est comment donner un profil professionnel approprié, adéquat, en harmonie donc avec la demande sur le marché, de sorte à ce que, à part des modules de formation très courts, on puisse permettre à un élève de CM2, à un élève de 3e, et même à un diplômé de l'université, d'avoir un profil professionnel qui puisse lui permettre, ma foi, de s'insérer dans le tissu professionnel. Ça, c'est le premier axe donc, de la réforme. Le deuxième axe, comme vous êtes en train de l'indiquer, c'est comment, sur la base des besoins réels de l'entreprise, nous allons mettre en place des programmes de formation avec des modules appropriés, de sorte à ce que les apprenants que nous formons à leur sortie conviennent exactement et précisément à la demande telle que formulée par l'entreprise. Et voici comment les réformes se feront dans la pratique. Prenons par exemple le domaine de la gestion commerciale, comme on dit. Vous savez, dans ce domaine-là, à un moment donné, le besoin avait existé. On a formé donc des diplômés au point où, à un moment donné, l'entreprise n'en avait plus besoin. Mais à la date d'aujourd'hui, il a été établi que la Côte d'Ivoire regorge du pétrole, la Côte d'Ivoire regorge des mines. Malheureusement, dans nos dispositifs, nous n'avions pas auparavant des cycles de formation, des modules de formation pour préparer donc nos jeunes gens à aller travailler sur des plateaux de mines ou bien, comment dirais-je, sur des réserves de pétrole. Donc, sur la base de ces différents gisements qui pourront être découverts, etc., nous allons mettre en place des modules de formation de sorte à ce que ces personnes-là, des techniciens supérieurs, soient à mesure de travailler dans le domaine du pétrole, dans le domaine des mines, etc. Bien entendu, en accord avec le secteur privé, il y a, disons, des filières que j'appellerais des filières pilotes, surtout dans le domaine du bâtiment, qui vont nous permettre de lancer déjà les premières expériences
de la réforme telle que nous l'avons pensée avec le secteur privé. De nouveaux programmes de formation ont été définis en fonction des besoins exprimés par le secteur privé lors du récent séminaire organisé à cet effet. La question de l'employabilité de la formation a guidé la tenue de ce cadre de concertation élargi réunissant tous les partenaires du processus de mise en œuvre d'un système de formation fiable et efficace. Nous venons de le voir, M. Gbato, pour cette année 2013-2014, des filières pilotes dans le domaine du bâtiment seront lancées pour répondre aux besoins du secteur privé. De nouveaux programmes supposent de nouveaux enseignants dans la discipline. Où allez-vous recruter ces enseignants si ce n'est déjà fait? Merci bien, madame. Je voudrais d'abord dire que filière pilote, oui, mais en fait, il faut resituer un peu. Nous avons, dans notre réforme, privilégié le partenariat avec le secteur privé, dans son ensemble. Et dans ce cadre-là, ils nous ont demandé, lorsque l'Agence française de développement a voulu nous appuyer, ils nous ont dit des filières, les secteurs pour lesquels leurs besoins étaient énormes. Ces besoins se manifestent dans l'agroalimentaire, dans la maintenance industrielle, dans le bâtiment et dans le génie civil. Suite à cela, nous avons déployé toute une ingénierie de formation qui vont nous permettre d'installer à terme, en tout cas pour la rentrée 2014, pour un certain nombre de filières de génie civil et bâtiment, et pour la rentrée 2015, les formations en génie alimentaire, en industrie agroalimentaire et en maintenance industrielle. Ces établissements vont être ouverts à Yopougon pour l'agroalimentaire et la maintenance industrielle, et à Daoukro pour le bâtiment et les travaux publics, qui sera donc juste une extension de l'école déjà qui existe dans cette localité. Est-ce que les enseignants sont déjà recrutés? Pour revenir aux enseignants, les enseignants existent. Nous avons voulu recruter un contingent d'enseignants pour les mettre à l'IPNET, pour qu'un an et demi, 2 ans après, ils soient efficaces pour assurer cette formation. Mais nous avons dit aussi que dans notre dispositif, nous disposons également de nombreux enseignants que nous avons identifiés, à qui nous allons renforcer les capacités pour enseigner dans ces différentes filières. Le ministre Moussa Dosso a partagé sa vision de la formation professionnelle vendredi dernier à Yopougon au cours d'une rencontre avec les acteurs du secteur. Il a placé cette année académique sous le signe de l'action. Votre commentaire? Oui, non, je comprends très bien. Le ministre d'État est soucieux de sortir de ce qu'on appelle des études et de l'inaction. Comme j'ai eu à le dire, cette réforme-là a été initiée en 2009. Et c'est maintenant que nous sommes en train de la mettre en œuvre. Nous sommes en train de l'opérationnaliser. Donc il dit, ça suffit maintenant. Sortez des discours, de tout le reste pour être plus concret. Mais c'est ce que nous allons faire à partir de cette année. Sans oublier que des choses sont faites. Des choses autour desquelles nous n'avons pas véritablement communiqué. Mais nous sommes en train de nous préparer pour être opérationnels lorsqu'il le faut. Pour ce genre de choses, il faut dire aussi qu'il faut inscrire son action dans la durée. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous essayons d'analyser les besoins du secteur privé. Là, c'est le lieu de les remercier d'ailleurs. Le patronat ivoirien et les chambres consulaires qui ont accepté de s'engager avec l'État dans cette réforme. Et nous sommes en train, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la mise en place des secteurs pilotes dont on parlait tout à l'heure, des filières dans les secteurs pilotes. Nous sommes en train aussi de former la compétence. Voyez-vous, il ne suffit pas seulement d'identifier les besoins des entreprises, de les analyser. Encore faut-il avoir les compétences pour les traduire en actes de formation, en programme pertinent. C'est suite à cela que nous aurons
des formations, avec des enseignants qui seront formés également, avec tous les acteurs de la chaîne qui seront formés, que nous pourrons avoir des gens bien formés, utiles à l'économie nationale. D'accord, mais de façon pratique, quelles sont les conditions pour entrer dans une école de formation professionnelle? Pour entrer dans une école de formation professionnelle, c'est par concours. Par concours, et je vous disais tout à l'heure que nous avions eu beaucoup de candidats qui se sont présentés à nos concours. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Nous sommes en train d'expérimenter aussi l'accès par orientation. Voilà. Nous n'avons pas véritablement évalué encore cette démarche. Mais nous pensons qu'il vaut mieux privilégier l'entrée par le concours. Pourquoi? Celui qui se présente à un concours, il aura d'abord, il se sera renseigné, informé sur les métiers, sur leur environnement, sur leurs pratiques. Ensuite, il va aller s'inscrire à un concours. C'est déjà des premiers éléments de motivation. Cette jeune dame ou bien ce jeune homme qui va suivre la formation dans ce cadre-là, on pense qu'elle a beaucoup plus de réussite, elle a beaucoup plus de possibilités de réussite et de ne pas se tromper. L'orientation, écoutez, on va l'évaluer. On a commencé, mais il faut en évaluer les résultats. Est-ce que les formations sont payantes? Non. Les formations à la formation professionnelle ne sont pas payantes. Je pourrais dire, il y a juste une contribution en termes de frais d'inscription qui varie d'un cycle à un autre. Voilà. Votre message pour rassurer les jeunes qui vous suivent? Le message qu'on peut dire aux jeunes, c'est de faire confiance au ministre d'État en charge de la formation professionnelle. Parce que des actions sont en cours. Des actions qui structurent ce domaine de formation professionnelle sont en cours. Et l'avenir de la formation professionnelle, nous pensons, est très rassurant. Merci, M. Gbato, d'être venu sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé de la mise en œuvre effective de la réforme relative à la formation professionnelle pour l'année 2013 à 2014. Fini les vacances, la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national, c'est demain, lundi 16 septembre. Et puis sachez pour terminer que le président Alassane Ouattara est à Lomé pour une visite d'amitié et de travail après le Nigeria où il a été honoré. Et c'est cet après-midi que le chef de l'État regagne Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci.